Les seules personnes sur la bande de Gaza qui auraient eu le niveau, la technicité, etc., pour constituer un gouvernement civil palestinien d'intérêt général, disons-le, ou arabe d'intérêt général, ont déjà été éliminés depuis belle lurette par le Hamas, bien avant le 7 octobre. Et nous allons parler à présent de ce qui se passe dans la bande de Gaza après le retour du dernier otage israélien et surtout du comité civil qui a été créé, qui est censé gérer l'enclave palestinienne. Et pour en parler, nous sommes avec Arnaud Lacheret. Arnaud, bonjour. Merci d'être avec nous. Eh bien, bonjour. On va sans doute parler de ce comité civil, mais pour l'instant, on va surtout parler de son existence officieuse, son existence Voilà. officielle. En tout cas, sur le papier, il existe. Après, je Voilà, pense pas qu'on ait vu grand-chose pour l'instant. on va faire le tour de la question dans un instant. Juste préciser que vous êtes analyste politique, vous êtes spécialiste du Proche-Orient et que donc à cet égard vous allez pouvoir nous éclairer sur ce comité donc qui a été créé. Alors d'abord, avant de parler de rentrer dans ce comité, on va parler du Hamas rapidement. Militairement, le Hamas a été affaibli, mais est-ce qu'il est politiquement, est-il vraiment hors jeu? Alors, je pense qu'il est plus affaibli politiquement qu'il ne l'est militairement, de manière assez contre-intuitive. Alors oui, il a été très affaibli militairement, évidemment, hein. Il ne lui reste plus beaucoup de capacités de roquettes, de missiles, etc., etc. De même, hein, le nombre de militants, de terroristes qui ont été neutralisés est quand même important, mine de rien. Mais je pense que c'est surtout politiquement qu'il est très affaibli, c'est-à-dire que le Hamas aujourd'hui, euh, autour d'Israël, quand on regarde les différents pays d'Israël, n'est plus soutenu par grand monde. Même le Qatar, on va pas se raconter de bêtises, est beaucoup moins enclin à soutenir une administration qui serait une administration de Gaza qui serait dominée par le Hamas. C'est-à-dire qu'il ne représente maintenant plus grand-chose. Il aura fallu le 7 octobre, ses conséquences, des dizaines de milliers de morts, dont Euh, en bonne partie des militants et des terroristes du Hamas, pour que globalement, en termes d'influence locale, le Hamas n'ait plus vraiment de soutien d'État quelconque, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va parler maintenant de ce comité civil, puisque c'est en rapport aussi, vous allez sans doute nous le dire, avec cet affaiblissement du Hamas. Ce comité civil qui a été créé, chargé de gérer la bande de Gaza pour le moment. De quoi s'agit-il concrètement et qui le compose? Là, pour l'instant, personne ne le compose vraiment, puisque c'est encore une lubie de Donald Trump qui voulait se présenter comme quelqu'un qui allait faire la paix, organiser la paix, etc. Euh, il a un peu forcé la main à tout le monde, et en définitive, il s'est dit de manière assez autoritaire, comment, pas autoritaire, mais de manière assez volontariste exactement, que on allait demander aux riches pays qui étaient autour, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, d'organiser ça, de créer un comité civil, etc. Et en définitive, il se passe rien. Les Émirats Arabes Unis ont dit pas plus tard qu'hier qu'il était hors de question qu'ils participent à la gestion la gestion civile de la bande de Gaza. On peut difficilement être plus clair. C'est un communiqué officiel. Après, je vais pas m'amuser à le commenter, mais disons qu'il y a une vraie volonté entre guillemets de Donald Trump d'imaginer un monde qui n'existe pas vraiment et qui n'existe surtout pas dans la tête des pays arabes qui sont au pourtour du Golfe Arabo-Persique et du Moyen-Orient. On imagine très sincèrement que l'Arabie Saoudite, les Émirats, des pays tiers, la Turquie, pourquoi pas, le Qatar, allons-y, vont se mettre ensemble à Gaza pour reconstruire et pour créer une administration temporaire. En fait, Trump a essayé, enfin les Américains ont essayé de forcer la main aux voisins de la bande de Gaza. Aucun d'entre eux n'a envie de faire grand-chose. Et jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, il ne se passe pas grand-chose. Ce Alors, sont donc, il existe dans les propos des Américains, ce comité hein. civil. Alors, si le Hamas est affaibli, si ce comité n'existe que sur le papier, que se passe-t-il aujourd'hui? Qui dirige en fait la bande de Gaza?
Le Hamas est affaibli politiquement à l'international, mais au niveau de Gaza, il n'y a pas d'autres forces qui existent réellement. On voit bien qu'il y a il y a des espèces de factions internes, etc. Certaines sont soutenues par Israël, hein, certaines sont soutenues par d'autres, je n'en sais rien, qui essayent de se chercher les unes des autres. Mais ça s'arrête là. En fait, il y a pas de réelle administration civile. De toute façon, les seules personnes sur la bande de Gaza qui auraient eu le niveau, la technicité, etc., pour constituer un gouvernement civil palestinien d'intérêt général, disons-le, ou arabe d'intérêt général, ont déjà été éliminés depuis belle lurette par le Hamas, bien avant le 7 octobre d'ailleurs. Hmm. Enfin, on oublie un peu de qui on parlait. C'est les gens qui sont là depuis des années et des années, qui ont formaté les cerveaux et les quelques opposants qu'ils avaient, je pense qu'ils n'ont pas eu un destin très agréable. Alors, on a vu que le passage de Rafah a été rouvert, malgré, on va dire, l'opposition d'Israël. Quelle est la signification de cette réouverture et de quelle manière cela s'inscrit justement dans une volonté peut-être d'Israël d'avoir une certaine mainmise ou une certaine direction dans ce qui se passe dans la bande de Gaza? L'ouverture est pas une mauvaise chose. Alors évidemment, et je le comprends parfaitement, le fait qu'Israël s'en offusque, ça paraît complètement logique. Et voilà, il y a des vraies peurs qui arrivent, il y a des peurs que tout recommence comme avant, etc. Il fallait à un moment, au moins symboliquement, qu'on montre qu'il y a une ouverture de la bande de Gaza et qu'on sorte de cette image de territoire assiégé, de territoire isolé, de prison à ciel ouvert, etc. Enfin, vous pouvez utiliser tous les mots qui ont été utilisés ces dernières années par les opposants à Israël, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Donc ça, c'est plutôt pas une mauvaise chose. Dans quelles conditions ça va se faire? Ça, c'est une autre question. Ça dépend de ceux qui sont des deux côtés de la frontière. Et de ceux qui sont des deux côtés de la frontière n'ont pas forcément tous envie, les uns, d'avoir des Palestiniens, des Gazaouis et des membres du Hamas. Pourquoi pas? Le Mhm. Hamas étant une branche des frères musulmans qui débarquent en masse sur leur territoire et qui se reconstituent là-bas ou qui fassent de l'activisme là-bas. Et de l'autre côté, on a toute cette problématique humanitaire qui est de la même façon extrêmement compliquée. On a vu la polémique avec Médecins sans frontières, qui est complètement valide, puisque à partir du moment où une ONG travaille avec des ressources locales, qu'est-ce qui se passe? Les ressources locales à Gaza, elles sont forcément appointées par les autorités qui gèrent Gaza, et les autorités qui gèrent Gaza de manière officielle ou de manière officieuse sont toutes liées au Hamas. C'est assez Ouais. dramatique, hein. C'est la situation éternelle de Gaza. Éternelle, j'espère que ça se terminera, hein. Mais Ouais. pour l'heure, je ne vois pas comment on peut faire grand-chose. Donc il faut juste espérer que l'aide humanitaire soit suffisamment contrôlée et que on trouve, j'allais dire, des militants du Hamas modérés ou qui ont envie de passer à autre chose, qui acceptent de participer à ça. C'est un doux rêve ce que je raconte, hein, parce que ça ne porte pas, enfin, c'est juste un vague espoir. C'est la seule chose qui pourrait leur arriver. Compter sur des civils gazaouis d'un seul coup là qui se disent ça y est, on a fini, on tourne la page. Enfin, ça fait quand même très très longtemps qu'ils en étaient là, qu'ils étaient complètement isolés, enfermés, le cerveau complètement lavé et radicalisé. Qui pourrait réellement résister à ça pendant plus de 10 ans? C'est impossible. Alors, on a parlé de l'ingérence des Émirats arabes qui visiblement sont hors jeu, d'après ce que, en tout cas, leur déclaration d'hier. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la Turquie? On avait entendu que le président turc avait des vues justement sur la bande de Gaza. Est-ce que c'est encore d'actualité? Erdogan a des vues sur tout, et pourquoi pas sur la bande de Gaza, mais de la même façon, bon, ce serait somme toute la cote mal taillée la moins inacceptable, je pense, pour Israël, et je pense en général pour les Gazaouis. Voilà, l'armée turque est quand même assez solide. C'est une administration. Il y a une tradition de l'État chez les Turcs, de l'organisation civile, qui n'est pas si mauvaise que ça, malgré tout ce qu'on peut en dire. Alors évidemment, oui, la Turquie est liée aux frères, enfin le régime turc, le président turc actuel est lié aux frères musulmans, de moins en moins cependant. Il faut quand même un petit peu le souligner aussi. Donc ça pourrait être une idée.
En revanche, je ne suis pas sûr qu'ils aient le moindre début de financement et je ne suis pas non plus certain qu'il y ait beaucoup de volontaires parmi les civils turcs ou les administrateurs turcs qui aient très envie d'aller s'enfermer dans la bande de Gaza et de reconstruire quoi que ce soit sans argent, sans financement, etc. Enfin, Erdogan ne va pas, et puis Hmm. que ce soit Erdogan ou un autre d'ailleurs, hein, aucun dirigeant turc de la majorité comme de l'opposition a envie de mettre des millions et des millions pour faire tourner un territoire qui est en grande majorité détruit, il faut le dire aussi, et où la population a été radicalisée pendant des années et des années en vase clos. Enfin, c'est très compliqué à gérer ça. Alors oui, pourquoi pas la Turquie? Faut quand même pas oublier que les Turcs ne parlent pas arabe, donc la communication avec la population locale ne va pas être simple. Mais éventuellement, clairement, si un pays de la région a une tradition administrative, d'organisation, etc., forte, la Turquie peut en faire partie, en effet, malgré toutes les réserves qu'on peut avoir sur Erdogan. Une dernière question, elle concerne plus Israël. Si vous aviez, on va dire, des conseils à donner au Premier ministre israélien concernant justement qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit avoir plus d'ingérence dans la bande de Gaza ou peut-être la vraie position, c'est d'attendre de voir ce qui se passe puisque visiblement, comme on a compris d'après vos propos, pour le moment, il risque de pas se passer grand-chose. Compliqué de donner ce genre de conseils. Parce que connaissant la gouvernance israélienne depuis quelques années, l'attentisme ne semble pas être leur spécialité. Or, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, bêtement, hein. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, ne serait-ce que pour constater, que pas grand-chose ne se passe, mais que dans ce pas grand-chose, il y a peut-être des choses qui vont émerger. À un moment, une nouvelle fois, la gouvernance de Gaza sera une cote mal taillée. L'opinion publique israélienne aura du mal à l'accepter, Netanyahou aura du mal à l'accepter, mais à un moment, il y a quand même 2 millions de personnes qui vivent dans cette enclave, qui Hmm. n'est moins une enclave maintenant avec l'ouverture du passage, mais il va bien falloir en faire quelque chose. Et ça va pas être simple. Je vois exactement comment pourrait réagir le gouvernement. Moi, ne saurais que lui conseiller une solution, enfin une position d'attente. On protège bien, on fait attention qu'il y ait pas de risque sécuritaire, évidemment, mais on ne se précipite pas à la première alerte. Et souvent, c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais en ne faisant rien et en laissant la nature faire les choses, il se passe des choses qui sont pas forcément si désagréables que ça. N'oublions pas une nouvelle fois que le Hamas n'a plus beaucoup d'armes et de possibilités de faire grand-chose, donc il contrôle beaucoup les esprits, certes, mais à un moment, les gens en ont assez aussi. J'imagine que le Gazaoui moyen doit en avoir un tout petit peu assez et doit à un moment considérer que certes, Israël est très méchant, etc., mais que ceux qui les gouvernent depuis des années et des années ont une très grosse responsabilité là-dedans, et que donc s'il y avait une cote mal taillée qui était créée et qui pouvait leur permettre de donner un certain espoir de sortir de ça, ils pourraient tout à fait l'accepter. Et ça va être compliqué. C'est exactement comme la question syrienne d'ailleurs. C'est exactement comme plein de questions. C'est-à-dire que oui, ceux qui viendront ensuite ne seront pas des enfants de cœur. On parle de la bande de Gaza. Donc oui, effectivement, on va pas créer un État stable et une démocratie euh, libérale occidentale qui va d'un seul coup se dire que son voisin de l'Est est fort sympathique. Ça n'existe pas, ça ne se passera pas comme ça. Et il va falloir l'accepter. C'est exactement comme la même chose qu'avec la Syrie. C'est-à-dire que voilà, le nouveau président, bah oui, c'est un ancien djihadiste, il est pas forcément très sympa. Il est pas, ça devient pas un amoureux d'Israël du jour au lendemain. Eh ben, il faut faire avec. C'est toujours moins dangereux que celui d'avant et c'est toujours moins dangereux. Voilà. Hélas, mais en ce moment, la culture politique israélienne, depuis des années, est un tout petit peu hystérisée. Pardonnez-moi, attention, je ne suis pas israélien et je prends un peu du recul, mais et parfois donne lieu à des débats qui montent parfois un petit peu haut. Et c'est plutôt justement de modération et d'attentisme et d'acceptation de cotes mal taillées que le salut pourrait venir. Et là, je ne connais pas du tout le degré de maturité, ou en tout cas je le devine, de la coalition actuelle à ce sujet. En tout cas, merci pour ces explications et pour cette analyse. Merci beaucoup, Arnaud Acheré, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.